Bon, du coup, on peut ouvrir cette journée. Moi, je vais juste faire un rappel un peu, juste au début sur les raisons de cette journée et après, je vais laisser la parole à nos trois relateurs. Donc, bon, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le 4 avril et en tant que tel, c'est l'anniversaire de la fondation de l'OTAN, que ça date du 4 avril 1949, donc c'est aujourd'hui 76 ans, et qu'elle s'inscrit dans une mobilisation qu'elle est en fait internationale. Plusieurs pays aujourd'hui sont touchés par des mobilisations diverses et variées qui peuvent aller de l'Assemblée comme nous aujourd'hui jusqu'à des manifestations devant des bases de l'OTAN plutôt qu'au Parlement européen à Bruxelles. Donc on a la Grèce, l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Autriche, la Turquie et différents autres pays qu'aujourd'hui ils se mobilisent. Parler de l'OTAN, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette organisation, mais qu'aujourd'hui compte 32 pays. Comme on a dit, né après la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour contenir le danger qui représentait l'URSS, il se transforme et il continue malgré la chute de l'URSS en 1989. Et prend aujourd'hui encore une nouvelle configuration. Donc d'ici l'idée de cette assemblée, sur l'argument même, ils vont plus s'étaler sûrement les relateurs. Je voudrais juste rappeler que tout ça, on fait cette assemblée en tant que communiste et en tant que ça, on ne peut pas oublier toujours de tenir présence que c'est un cadre général. Avoir un point de vue général sur les choses. Ça, c'est un type de lecture que peu de groupes, organisations et même communistes à aujourd'hui y tiennent encore présents parce qu'on est tous, d'ailleurs, fils aussi de 40 ans de bataille de l'idéologie dominante à ce propos et des batailles que malheureusement le mouvement ouvrier et le mouvement communiste a aussi perdu. C'est pour ça que c'est encore plus important de réaffirmer un point de vue général, de réaffirmer la possibilité d'une société communiste qui n'est pas le fruit d'une idée, n'est pas une licorne, donc tant belle mais tant inexistante, mais elle est vraiment le produit des contradictions qu'on voit déjà aujourd'hui dans la réalité. C'est donc le fruit d'un raisonnement qui est scientifique. Ce qui est notre rôle aujourd'hui, c'est aussi de voir aussi auprès de ce sujet quels sont les éléments de continuité et quels sont les éléments de rupture par rapport à l'histoire et aussi aux procédés et aux mécanismes. Un autre point commun qu'il faut que ce point de vue général prenne en compte, c'est que toutes ces contradictions ne sont jamais dues à la volonté des personnes individuelles, mais elles sont le fruit de ce que c'est aujourd'hui la compétition globale, qui engendre les procès de crise et qu'aujourd'hui font siffler si fort les vents de guerre que nous tous nous connaissons. Des vents de guerre qui ne sont pas juste la guerre faite avec les armes, mais qui ont toute une série de chutes dans notre société qui se transforment en militarisation de la société, en racisme, dans un nouveau type de patriarcat aussi, dans l'impérialisme moderne. On voudrait du coup, à la fin, juste la dernière chose, dédier cette assemblée à Georges Ibrahim Abdallah. Je pense que vous tous savez qui c'est, militant communiste emprisonné depuis plus que 40 ans dans les geôles françaises, et bien parce que ça a été un combattant qui a combattu avec tous les moyens à sa disposition et qui n'a jamais renié ce combat. Et il a bien combattu contre cette idéologie impérialiste et atlantiste aussi que l'OTAN défend.
Et c'est bien pour ça qu'il est depuis 40 ans. Et comme vous tous, vous savez, on n'est pas encore prêt de voir sa libération. Et on attend cette prochaine date du 20, je crois, 20-27 juin. Du coup, voilà, je laisse la parole au relateur. Je ne sais pas qui c'est le premier. Et je vous remercie. Ça va. Bonsoir. Donc moi j'interviens pour la revue Supernova, qui est en relation, si vous ne le savez pas, je vous le dis, avec Secours Rouge Marseille. Et donc voilà, j'interviens en fait pour parler de la nécessité du combat aujourd'hui contre l'OTAN, qui peut paraître être décalé quand on dit ça comme ça, puisque ces dernières semaines, on a annoncé beaucoup dans l'actualité que l'OTAN, c'était une question quasiment du passé, avec la direction américaine, avec Trump, qui allait faire cavalier seul contre ses anciens alliés européens. Et donc on a eu tendance, mais comme souvent dans les annonces des médias bourgeois, à aller vite en besogne et à enterrer d'une certaine manière l'OTAN pour dire que c'était pas une question qui était d'actualité. Donc là, peut-être un point qui me paraît important, peut-être judicieux, hein, on ne fait pas juste l'OTAN par rapport à la date et pas parce que ça existe encore, mais par rapport au fait que depuis plusieurs années, il y a une série de rapports et d'élaborations de plans guerriers qu'on voit se dérouler au fur et à mesure en Europe et dans le reste du monde et qui sont élaborés dans l'OTAN. Donc si au moins ça sert à quelque chose, c'est à élaborer ces plans de guerre. Et d'autre part aussi, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle division du travail dans des forces impérialistes importantes qu'il n'y a pas d'actualité de ces structures et qu'elle ne peut pas se reconfigurer sous de nouvelles formes. Donc ça nous paraissait important, c'est peut-être là-dessus que je vais terminer, sur l'actualité du combat contre l'OTAN. Je dis que c'est là-dessus que je vais terminer parce que je voulais aborder deux points avant, qui sont d'abord le réarmement en Europe, et la question donc du discours immédiat, des discours immédiats et des décisions immédiates qui ont été prises ces dernières semaines. Comment on peut essayer de les comprendre, les analyser, et ce qu'on peut en dire d'un point de vue communiste, pour ce qui nous concerne. Après, on pourra en discuter, on verra. Et puis aussi, un point qui est lié, qui est depuis plusieurs années, depuis la guerre en Ukraine et d'autres conflits, des conflits qu'on appelle par proxy, hein, il y a aussi la question de la Syrie et d'autres conflits, s'est développé tout un courant qu'on appelle le multipolarisme. Et donc, je voudrais expliquer pourquoi, dans la revue Supernova, on a fait un article qui s'appelle « Contre le multipolarisme ». Et qui n'est pas de dire qu'on est contre le fait de voir que le monde est de plus en plus multipolaire. Donc, je voudrais juste clarifier un petit peu ce point, et après revenir à cette question de l'OTAN, des guerres actuelles, des guerres à venir, et la nécessité de continuer de le mener, le combat, parce que de continuer, le problème, c'est qu'en France, il n'est pas très visible, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, et c'est peut-être là-dessus surtout auquel je veux arriver, c'est pourquoi il y a très peu de mouvements contre les guerres impérialistes en France, et quels sont les obstacles pour qu'il y ait un véritable mouvement contre l'OTAN. Voilà. Bon, donc pour le point de départ, je pense, comme je l'ai dit, c'est de parler un peu du réarmement. Bon, ça fait plusieurs années qu'on présente dans les courants dominants, j'allais dire, de la droite présentable, entre guillemets, ou moins présentable jusqu'à une certaine extrême gauche, la Russie comme le diable sur Terre, comme étant vraiment la seule à être agressive et expansionniste, et ayant une sorte de psychologie un peu dingue, j'allais dire à la Dostoïevski, Crime et Châtiment, hein, on est animé par une sorte de passion criminelle inexplicable, plus ou moins délirante, ce serait l'âme russe, quoi. Il y a des tas de textes là-dessus, mais aussi une présentation de la Russie comme étant vraiment le danger principal pour la paix sur Terre. Et ça a été le discours de Macron, là, le discours récent de Macron, où il a révélé, pour ceux qui étaient pas, comment dire, qui n'auraient pas écouté l'ensemble du flot propagandiste, où il a révélé que la France, elle avait un ennemi central, et il a fini son discours en disant que on avait connu les dividendes de la paix jusqu'ici, et que maintenant les enfants de France allaient connaître les dividendes du combat. Donc il a annoncé quelque chose qui paraissait peut-être pas évident à la population, qu'on était effectivement en guerre immédiate. Alors il y a eu
il y a eu toute une chronologie entre février et mars, entre le 12 février, où les Américains ont annoncé qu'ils allaient régler le problème ukrainien eux-mêmes, sans l'Europe, où J.D. Vance a fait son discours à Munich, qui a apparemment effrayé beaucoup de gens en Europe. Et donc le 6 mars 2025, il y a eu à Bruxelles, il y a eu la validation d'un plan qui s'appelle ReArm Europe. Et il a été, en fait, contrairement à ce qu'on dit aussi, on dit la Hongrie, elle n'a pas signé, c'est pas vrai. Elle n'a pas signé la déclaration finale. C'est-à-dire que tous les pays européens, y compris les pays qui ont dans leur constitution l'affirmation qu'ils sont des pays neutres, pacifistes. Donc la Suisse et l'Autriche, hein, avec une interdiction constitutionnelle de penser au réarmement et d'avoir des velléités agressives. Elles ont tous ces pays-là ont signé ou contresigné ce plan-là de réarmement de l'Europe. Comme vous devez sûrement le savoir, là, c'est un plan qu'on estime à plusieurs centaines de milliards. Donc on parle de 800 milliards de projets d'investissement européens sur l'armement. Et il y a aussi des armements pour chaque État européen. Donc on a beaucoup parlé de l'Allemagne, parce que c'était une nouveauté, que l'Allemagne réarme autant. Et la France aussi, donc il y a plus de 400 milliards sur 5 ans. C'est devenu un poste qui a dépassé les autres postes. Je crois que c'est le service de la dette, le premier poste budgétaire. Après, c'est l'armée aujourd'hui, et ensuite c'est l'éducation nationale. Donc il y a une inversion en fait dans les priorités gouvernementales. Et donc là, on a eu Zelensky qui est venu à Bruxelles, et c'est comme s'il était passé des mains d'un maître à un autre en fait. Hein. On a changé en fait quelque chose là-dessus. Il a changé de tutelle. Et c'était aussi la volonté, hein, quand on entend les déclarations de J.D. Vance, donc le vice-président américain, c'était la volonté de dire « vous devez vous réarmer ». C'est-à-dire, je dis ça parce que ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est nécessairement en opposition. Les contradictions interimpérialistes, elles sont en train de se développer, c'est évident, mais c'est pas une contradiction aussi immédiate et directe par rapport aux objectifs américains. Les objectifs américains, c'est aussi que l'Europe se réarme, et donc l'organisation à venir, on la connaît pas nécessairement, la réorganisation à venir, mais il est loin d'être dit qu'il n'y aura pas des guerres encore communes entre les forces européennes et américaines sous parapluie de l'OTAN. Il faut pas aller trop vite en besogne pour nous là-dessus. Et donc, en tout cas, l'Europe, elle est passée dans un discours militariste. Le lexique militaire est devenu le lexique, et pas simplement contre le Covid ou contre les émeutiers de banlieue, le discours de la guerre, le discours de la nécessité de la guerre, et pas simplement de guerre défensive, est devenu le discours dominant des groupes dominants en Europe. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, même si pour les militants marxistes, ça faisait un moment qu'on étudiait la montée des tensions et un discours guerrier à l'intérieur du pays contre les classes dangereuses, contre les quartiers sensibles, etc., et un discours qui était guerrier, mais en général plus loin. C'est-à-dire un discours qui était d'abord guerrier, dit anti-terroriste, et au fur et à mesure de plus en plus contre ce qu'on appelle les États autoritaires dans le discours bourgeois. Donc en tout cas, on a l'idée aujourd'hui que l'Europe va devoir se construire sur une économie de guerre. Et c'est plus simplement quelques poussées électorales. C'est un plan qui semble assez commun, puisqu'on a aussi, pour la première fois, des forces qui étaient traditionnellement pacifistes, entre guillemets, bien qu'en Yougoslavie, déjà, elles étaient contre la Serbie, elles étaient pour le bombardement de l'OTAN. Je parle par exemple des écologistes, hein, qui ont aujourd'hui un discours qui est ultra guerrier, qui est au nom de l'indépendance et de la souveraineté européenne, pour être indépendant du parapluie américain. Donc il y a ce réarmement. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire sur le fait que les États-Unis, je vais un peu vite, hein, mais on va pas non plus faire. Moi, je suis pas venu pour faire une grande conférence. Les États-Unis ont une situation dans laquelle ils avancent désormais sans aucun maquillage leur objectif essentiel, donc qui est l'Asie, l'Indo-Pacifique. Et dans cette situation-là, ils montrent plutôt leur faiblesse. Donc ils montrent plutôt leur faiblesse pour des raisons qui sont des raisons économiques profondes, par rapport aux Chinois, par rapport à la tech, par rapport à tous ces secteurs.
Et donc les États-Unis sont en train de dire on n'a plus les moyens de tenir la protection de nos propres alliés. Donc il y a ce discours-là qui existe aujourd'hui, qui est plus clair en fait, hein, mais qui date en fait d'il y a beaucoup plus longtemps que ça, qui n'est pas juste Trumpiste, je veux dire. Il ne faut pas oublier qu'Obama, il a commencé déjà ce pivot vers l'Asie, qui avait déjà tout un discours qui était présent, et pas qu'un discours, une pratique militaire de réorientation de l'impérialisme américain. Donc Trump, il vient plus ici valider quelque chose qui est dans une continuité, même si, et dans le style, et dans les décisions, et dans la façon de gérer les relations politiques, il y a une rupture qui est évidente. Hein. Moi, je ne nie pas ici qu'il n'y a pas de rupture dans le Trumpisme, mais ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de regarder quand même sur les 10-15 dernières années, ce qui s'est passé pour l'impérialisme américain. Ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. Et donc là, il y a une volonté donc d'aller d'armer, d'aller vers la guerre. Hein. Et donc c'est assez explicite. J'ai une déclaration là de ministre de la Défense allemand qui dit, attention, je vais parler allemand là, sur un mot, il dit notre pays doit être prêt à la guerre d'ici 2029, donc c'est Kriegsstück. Non, je savais que j'allais le rater. Kriegstüchtigkeit. Donc Tischkeit, ça veut dire que c'est le concept, quoi. Ça veut dire notre pays doit être prêt pour la guerre. Il doit être prêt pour la guerre pour 2029. Bon, ça va, ouf, on a 4 ans encore. Et donc le discours dominant aujourd'hui des élites, c'est nous avons été trahis par Trump, les élites européennes. Nous sommes menacés par Poutine, qui risque d'envahir les autres pays, qui risque de prendre la Pologne, les pays baltes, puis après d'arriver vers l'Allemagne et pourquoi pas vers Paris. Et donc ce récit-là, il impose une façon de penser les choses. Alors, il y a quand même quelque chose qui est important, qu'a rappelé la camarade, c'est de voir les raisons profondes, les raisons économiques. Ce qui est sûr, c'est que depuis 2008, il y a déjà un problème avec l'hégémonisme américain de plus en plus fort. 2010, il y a le même PIB chinois que les États-Unis. Et depuis 2020, c'est en Europe, il y a dans tous les grands, ce qu'on appelle les think tanks, etc., dans toutes les grandes structures de réflexion sur la stratégie capitaliste, il y a l'idée d'un décrochage, que l'Europe a décroché technologiquement, elle est en retard sur l'IA, elle est en retard dans des tas de domaines en fait qui sont les domaines de valorisation du capital dans les années à venir. Et comme souvent quand il y a des problèmes d'affaiblissement des impérialistes, la carte militaire, c'est quand même celle qui permet quand même un avantage comparatif, comme aurait dit Ricardo. Il y a un avantage comparatif qui existe encore. Non seulement parce qu'il y a 70% des dépenses militaires qui sont américaines, mais si on prend l'ensemble des pays de l'OTAN, là on a fait un petit papier là-dessus, un camarade a fait ça, c'est plus de 80% des dépenses mondiales et des achats à l'échelle mondiale des armes. Donc on est sur un problème de retard européen, français aussi, et une des cartes qui est jouée, c'est celle-là. Alors, c'est pas une lubie, c'est pas une lubie marxiste ou c'est pas une lubie de dire que la question, c'est que le réarmement ne vient pas de la menace russe, pour des raisons très simples, qui sont quel que soit ce qu'on pense de la Russie. C'est que la Russie n'a pas réussi à détruire le régime ukrainien, qui n'était pas le régime le plus solide du monde, et n'a pas réussi, au bout de plusieurs années, à ses objectifs de guerre premiers. Donc, pour que la Russie ait comme plan d'envahir l'Europe, il y a un petit problème là qui est très simple, qui est matériel. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de la question nucléaire aussi. Parce qu'en termes conventionnels, il n'y a pas de possibilité matérielle. C'est assez simple. Il n'y a pas de possibilité matérielle pour que l'armée russe envahisse d'autres pays en Europe. Et donc, ça paraît déjà un peu étrange de dire ça. Mais si on n'est pas convaincu par ça, il faut écouter les déclarations des dirigeants. Donc, on a, comment elle s'appelle? C'est Ursula von der Leyen. Je vous lis un peu sa déclaration. C'était à Davos. Elle dit l'ordre mondial. L'ordre mondial, basé sur la coopération, tel que nous l'avons envisagé il y a 25 ans, ne s'est pas concrétisé. À la place, nous sommes entrés dans une nouvelle ère de concurrence géopolitique intense. Les plus grandes économies du monde se battent pour l'accès aux ressources, aux nouvelles technologies et aux routes commerciales mondiales. De l'intelligence artificielle aux technologies propres, de l'informatique quantique à l'espace, de l'Arctique à la mer de Chine méridionale, la course est lancée. Alors ça, c'est Ursula von der Leyen. Ce n'est pas un tract de militants
contre la guerre ou pour expliquer qu'aujourd'hui, les raisons des affrontements entre les grandes puissances, c'est des raisons économiques avant tout. Et donc le principal prétexte aux guerres actuelles, c'est cette fameuse menace russe, le Kremlin, et puis la raison réelle, elle est donnée quand même. Elle est donnée, c'est cette course aux ressources. Et quelque part, le monde, il s'est un peu simplifié aussi. Hein. Il paraît complexe et confus aujourd'hui, mais à partir du moment où on a la première puissance mondiale qui dit à un petit vassal qu'elle a surarmé, maintenant donne-moi la moitié de tes terres, sinon j'arrête de te donner des munitions, c'est quand même quelque chose qui s'est fait en direct devant tout le monde. Pour peut-être une des premières fois, hein, on a assisté à un truc, il n'y a plus besoin d'aller voir des séries sur des plateformes, c'est extraordinaire, quoi. Et donc on a eu ce truc-là, là, de bandits, en direct, qui dit bah tu nous donnes la moitié de tes sous-sols. Non, non, je veux pas trop. On attend un petit peu et on re-signe du côté de l'Arabie Saoudite des traités pour permettre qu'il y ait les ressources ukrainiennes qui passent sous la direction des groupes américains. Mais c'est Di Rubio, plus discrètement, qui a négocié tout ça. Donc c'est cette situation-là. Et donc on a une situation où l'économie de guerre, elle est en développement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des secteurs? Alors la France, elle est plus avancée que d'autres pays européens sur ces secteurs-là parce qu'elle vend plus d'armes et qu'elle a très peu aujourd'hui d'avantages comparatifs, pour reprendre une vieille expression, dans le capitalisme mondial actuel. Donc peut-être que aussi ça explique qu'en France on soit plus belliciste. C'est quand même en quelques semaines. Moi, je pense que on peut penser que la population, elle n'est pas devenue guerrière ou belliciste. Mais en quelques semaines, vous avez vu qu'il y a des sondages qui sortent pour dire oui, il y a les 3/4 des Français qui sont pour un réarmement de l'Europe, etc. Parce que là, il y a aussi tout un enjeu qui est autour d'une forme de nationalisme, de chauvinisme, un peu de gaullisme, etc. par rapport à l'indépendance des États-Unis. Donc il y a tout un jeu qui est fait, toute une mise en scène pour dire que la population, elle serait finalement favorable à ça. Et il y a une autre raison. Il y a une autre raison qui est pas simplement donc le lâchage des Américains ou la question de l'économie de guerre, qui est assez explicite aujourd'hui. Il y a une autre raison qui est l'opposition, plus largement que la Russie. Pardon. Plus largement que la Russie, il y a la question de l'opposition aux BRICS, hein, donc, et surtout à la Chine en fait. Même si c'est un discours qui est un peu moins présent en France, hein, aux États-Unis c'est China, 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 China. En France, c'est quand même une question qui existe. Et on pourrait se poser la question de savoir, mais pourquoi on ne serait pas finalement favorable au fait que, face aux principaux fauteurs de guerre depuis des décennies dans le monde, face à ceux qui ont ravagé des dizaines de pays, et qui sont les pays américains et européens, on ne pourrait pas défendre l'idée que le rééquilibrage du monde, avec une Chine qui se développe, et une Russie qui sert un peu d'appendice militarisé, et pourquoi pas? Je dis ça sans vouloir être provocateur. On pourrait penser que c'est bien qu'il y ait un rééquilibrage des forces. Ça s'appelle justement le multipolarisme. Alors l'idée pour nous qui est fausse là-dedans, hein, c'était mon deuxième point, c'est l'idée qu'il peut exister, et c'est une vieille idée fausse pour tous les marxistes, je pense, au moins depuis Lénine, c'est l'idée qu'il peut exister un rééquilibrage pacifique, qui pourrait exister. C'est ça, nous, d'abord, qu'on critique, hein, dans le multipolarisme. C'est pas de dire il y a du multipolarisme. Et la Chine, bien sûr, la Chine, c'est le premier pays non occidental qui challenge les Occidentaux depuis le XVIIe siècle. Donc c'est absolument énorme ce qui se passe à l'échelle mondiale par rapport à la question chinoise. Mais pour nous, la question, c'est pas une question juste de fait. C'est pas de dire la Chine est remontée, elle fait aujourd'hui 20% de l'ensemble de la production mondiale, elle est niveau et au-dessus sûrement des États-Unis, et les courbes se croisent là-dessus. Mais le problème, c'est pas un état de fait pour nous. C'est plus quelle vision on défend par rapport à ça. Quelle conception on défend en fait, et quel combat on veut mener. Et le problème pour nous, c'est que dans le multipolarisme défendu par des organisations, y compris des organisations qui se revendiquent du communisme, hein, ou en tout cas des communismes, la gauche en rupture, la gauche radicale, je ne sais pas comment l'appeler, il y a des organisations qui disent finalement c'est ça le combat actuel. Ça veut dire que pour eux, l'idée de se mettre derrière les bourgeoisies chinoises et russes, c'est l'alternative actuelle et finalement c'est le combat dans un rééquilibrage de force, c'est ce qu'il faut mener. À notre avis, cette façon de voir les choses, elle pose des tas de problèmes. Et elle pose d'abord un problème simple, hein, qui est de nier
le caractère de la Russie et de la Chine, de ce qu'ils sont comme pays et de ce qu'ils ont comme politique. C'est pas la tricontinentale qui revient aujourd'hui. C'est pas une nouvelle mouture de pays dominés par les impérialistes qui, avec la dédollarisation, vont réussir à rééquilibrer les choses. C'est autre chose, puisque de toute façon, de façon assez explicite, c'est des États qui n'ont pas à proposer d'alternative au système social et économique qui est en place dans la plupart des pays du monde. La Chine et la Russie n'ont pas à proposer de modèle alternatif. Et c'est juste ce point-là qu'on voulait mettre en avant, qu'on explique en détail en fait dans la revue Supernova, notamment en partant d'un rapport qui est très suivi en Russie, qui est un rapport d'un des principaux responsables de la politique étrangère russe, qui s'appelle Karaganov, et qui explique qu'il y a 1 milliard doré. Les images qu'il prend sont très, très claires. Il dit dans le monde, il y a 1 milliard doré. Bon, nous, on en fait partie, par exemple. C'est les Européens et les Américains. Et puis, il y a tout le reste du monde. Et le but de la Russie, c'est d'allier tout le reste du monde, c'est de regrouper tout le reste du monde dans une lutte contre ce milliard doré. Et puis, alors après, bon, ben là, on se dit, c'est pas mal quand même. Ça ressemble un peu à un tiers-mondisme à l'ancienne, j'allais dire. Pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas? 6 contre 1 ou 7 contre 1, bon, ça paraît être un combat noble, même. Et puis, quand on rentre dans les détails, on voit qu'en fait, ce qu'ils proposent, c'est pas une guerre économique, c'est pas une guerre de modèle économique, c'est pas une alternative à la production capitaliste et à son système, c'est une guerre culturelle. Et ils disent, nous, notre problème, c'est le souverainisme, c'est l'anti-wokisme, c'est une lutte, en fait, contre la dégénérescence culturelle américaine, euro-américaine. Le problème, en fait, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui, il y a 3 ans, ça pouvait peut-être marcher avec une direction démocrate, par exemple, mais aujourd'hui, en fait, c'est le même discours que ceux des dirigeants américains. Et donc là, on peut dire, bah oui, mais c'est bizarre. Là, on n'a pas affaire, en fait, à un système alternatif, à une pensée alternative. Donc pour nous, le problème du multipolarisme, il se pose principalement pour ça. Parce que ça ne peut pas être une alternative. Je vais finir juste sur l'OTAN. Le troisième point que je voulais aborder, c'est sur l'OTAN. Alors, sur l'OTAN, on a dit tout à l'heure, l'OTAN, ça a été créé pour combattre d'abord l'Union soviétique, la menace soviétique, communiste plus largement, mais c'était aussi une alliance régionale, c'est Atlantique Nord. Et là, il y a une redéfinition successive. Donc, à la chute de l'Union soviétique, on sait qu'il y a eu une redéfinition. Il y a eu d'abord une extension de l'OTAN. Ça a doublé de membres. Et puis, les fonctions de l'OTAN ont changé. Les engagements concrets de l'OTAN, ça a été la Bosnie, ça a été le bombardement de la Serbie, ça a été 20 ans de guerre en Afghanistan, ça a été la chute de Kadhafi. Bon, alors on peut voir en fait que ça a été quand même un regroupement qui a multiplié les guerres et qui a élaboré, ce que j'ai dit au départ, là, des guerres de proxy, qui a élaboré ce qu'on appelle les révolutions de couleur aussi. Là, il faut lire les rapports de l'OTAN pour ça. Et un dernier point, en fait, qui est aujourd'hui, c'est quoi la mission de l'OTAN? Donc, si on regarde les textes de l'OTAN, c'est étendre la paix à travers la projection stratégique de la sécurité. Si vous comprenez quelque chose là-dedans, c'est pas hyper clair, mais qu'est-ce que ça veut dire étendre? Sécurité, c'est le monde entier. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a plus de question de protéger. C'est pas défensif, ça l'a jamais été de toute façon, mais c'est vraiment pas défensif. La projection, elle peut être mondiale. Et là, on va associer d'autres pays, notamment en Indo-Pacifique. Et comment ça se fait qu'il n'y ait pas en France de mouvement fort contre l'OTAN ou contre les guerres impérialistes? Bon, il y a plein de raisons. Mais il y a une raison quand même, c'est qu'il y a une culture pro-OTAN dans la gauche française et dans l'extrême gauche française. Il y a une culture pro-OTAN, c'est pas simplement une culture, là je dis pas ça pour faire de la provoque, etc. Il y a une culture pro-OTAN au sens où la définition de ce qui est démocratique, de ce qui l'est pas, de l'ennemi. Là aujourd'hui, c'est plus les terroristes, ou plus directement, plus le terrorisme islamiste, un peu encore, il y a le Hamas, c'est les régimes autoritaires. Et là, tout d'un coup, on voit des discours, y compris dans l'extrême gauche, pour dire le problème, c'est l'autoritarisme des Chinois, l'autoritarisme de Poutine, etc. Et donc, le discours est le même. Et je vois, c'est une vieille histoire en France. Je finis là-dessus. C'est Cornelius Castoriadis. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu son nom. C'est quand même quelqu'un qui est influent dans l'histoire de l'extrême gauche française, et plus un peu que française. Il dirigeait Socialisme et Barbarie, donc un groupe qui critiquait
l'Union soviétique, mais sur la gauche. Voilà, qui faisait une critique de gauche de l'Union soviétique. Et puis au fur et à mesure, ça a un peu changé quand même leur façon de voir les choses. C'est devenu de plus en plus atlantiste. Et en 80, donc il y a très longtemps, en 80, il sort un livre, Castoriadis, qui s'appelle Devant la guerre. Et ça concerne la Russie, ou l'URSS. Mais dans son texte, il parle beaucoup de la Russie, et de l'âme russe, etc. Et il dit ça dans son texte, à l'époque, il dit que la Russie ne veut pas la guerre, elle veut la victoire. Elle poursuit inlassablement l'expansion de sa puissance, incarnée dans le renforcement continu de son potentiel militaire et traduit par des gains territoriaux indirects de divers types. C'est-à-dire en 1981, Castoriadis, un des dirigeants historiques, intellectuels de l'extrême gauche française, dit l'ennemi, c'est l'Union soviétique et son expansion territoriale. Alors évidemment, il y a un petit problème, c'est que 10 ans après, il n'y a plus d'Union soviétique. Mais ça veut dire que ce livre révèle en fait sa vraie nature. Ce bouquin, il a été fait pour dire on peut rallier l'extrême gauche aux guerres de l'OTAN. Et c'est cette mouture bizarre, un peu baroque, c'est celle qui existe depuis la Yougoslavie. La Yougoslavie, il n'y a pas eu de manif en France, très peu. Très peu. Non, mais désolé si vous étiez dans des manifs. Moi, j'en ai fait aussi. On n'était vraiment pas nombreux. Donc, il n'y a pas eu un grand mouvement anti-guerre. Là où il y a eu un mouvement en France, ça a été contre la France elle-même. Elle s'est positionnée contre l'intervention en Irak. C'est là où il y a eu le plus de manifestants. Là, sinon, sur la Yougoslavie, quand même, ok, il y a eu des manifs, mais on n'était pas beaucoup. Et donc, très, très peu. Et à chaque fois, quand même, ce qui est important, c'est qu'il y a des grands courants politiques français, libertaires, trotskistes en particulier, peut-être pas tous les trotskistes, peut-être pas tous les libertaires, qui sont sur des positions qui sont favorables aux interventions de l'OTAN sous une forme ou une autre. En disant, on n'a plus que ça, sinon on va être massacré par les grands dictateurs, par les grands autoritaires. Et donc on n'a plus que ça comme carte à jouer. Et c'est une réalité que c'est un des grands obstacles qu'on a. Après, ça reste d'actualité pour nous, parce que cette tendance-là, elle existe toujours. Ça fait plusieurs années en France qu'il y a des courants pour nous dire qu'il faut faire un soutien populaire à la guerre de l'Ukraine. Il faut faire un soutien populaire à ceux qui ont démantelé la Syrie, etc., etc. Et donc c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant. Le combat contre les guerres impérialistes ne peut pas exister si on ne fait pas un combat contre l'OTAN aussi et toujours. Ouais, bah, je tiens vraiment à te remercier, camarade, et à l'ensemble des camarades présents. Je pense que ça fait profondément du bien d'avoir des occasions d'échanger. Ça manque vraiment dans tous les milieux de gauche à l'échelle française. Et je pense que ce qui se passe ici, maintenant, ces débats qu'on a sur la structure de l'OTAN, sur les grands enjeux, vont avoir des conséquences assez importantes malgré le fait que pour l'instant nous n'ayons pas des mouvements de masse, etc. Nous sommes en train de construire le pôle qui est en train de se poser les questions les plus fondamentales et les plus importantes pour éviter la Troisième Guerre mondiale qui peut potentiellement emporter toute l'humanité. Tout d'abord, donc, au-delà des remerciements, je tiens aussi à profiter de l'occasion pour signaler donc, en cette occasion là, du 76e triste anniversaire de la signature du traité de l'OTAN, le lancement de la campagne des jeunes pour la Renaissance communiste en France, puisqu'on a eu l'occasion donc, de se rassembler avec des jeunes communistes, que ce soit de Suisse, de Macédoine, de Croatie, de Serbie, du Monténégro, même de Bosnie, des Serbes, des Français et des Espagnols, pour justement lancer une grande campagne pour annoncer que les jeunes veulent vivre et que les jeunes refusent les guerres de l'Union européenne et de l'OTAN, et qu'on va tout faire pour essayer de s'organiser et de structurer justement d'être à l'initiative d'actions similaires à l'échelle du continent européen pour que ces questions prennent le pas et qu'on puisse sortir un petit peu de cette obscurité de la propagande atlantiste qui essaye de nous enfermer effectivement dans des mécanismes qui nous emprisonnent et nous forcent à soutenir des offensives impérialistes et voire même la destruction de notre propre système social, de nos propres services publics, etc. Je tiens aussi à remercier tout le monde pour l'occasion de ce débat, puisque effectivement sur la question du multipolarisme, nous, notre organisation, donc moi je parle au nom du pôle de Renaissance communiste en France, on va s'inscrire en contre sur pas mal d'aspects sur la question du multipolarisme. Bien entendu, pas dans la dimension de croire qu'il faudrait soutenir à tout prix les bourgeoisies de tous les pays qui composent les BRICS, en espérant que, en fait, en s'alignant et en étant paisiblement, en espérant que les bourgeoisies de ces pays vont organiser l'éradication de l'impérialisme et vont nous débarrasser de la guerre, organiser une transition pacifique, etc. Bien au contraire.
mais en bien essayant de reposer le débat, puisque entre marxistes, c'est bien de discuter de la manifestation culturelle, c'est un enjeu vraiment quotidien dans notre nous, de guerre de contre-information, de contre-propagande, mais il faut bien remettre un petit peu l'église au centre du village, si j'ose dire, en identifiant que les manifestations du caractère souverainiste de droite que Poutine propose à la télé, cette espèce de campagne anti-wokiste assurée notamment là, qu'on retrouve aisément de l'Inde à la Russie, etc., bien essayer de pousser pour que nous, marxistes, on dépasse juste cette question culturelle et qu'on rentre vraiment dans les entrailles du système économique mondial et du système impérialiste. Et parce que nous affirmons que l'émergence du multipolarisme n'est pas synonyme de l'apparition spontanée de la paix mondiale, etc., mais bien un symptôme du déclin structurel du système impérialiste hérité de la Seconde Guerre mondiale, que ce n'est pas d'un horizon, et que oui, l'affirmation des différentes souverainetés nationales, qu'elles soient populaires pour certains pays, ou même bourgeois et sous certains angles réactionnaires dans leur propre pays, dans d'autres, comme en Russie ou en Inde, face à la domination totale des États-Unis, est une bonne chose, dans le sens où on est en train d'assister à, pour la première fois, des puissances et un alignement de puissances extrêmement larges qui sont en train de remettre en cause la structure même du système actuel qui est dominé par l'impérialisme hégémonique des États-Unis et leur contrôle quasi total sur le monde. Bien entendu, notre position ne se contente pas de dire ça et tente de préparer tout militant communiste sincère à la compréhension que le fait qu'il y ait un symptôme d'un déclin structurel qui, du coup, d'une certaine manière, nous rapprocherait du socialisme, puisque le déclin du capitalisme avancé sous la forme impérialiste et sous la forme actuelle hégémonique signifie bien qu'on est en train d'assister à un système qui craque et à l'apparition de nouvelles contradictions sur lesquelles nous, marxistes, on va pouvoir s'en saisir et potentiellement ouvrir des perspectives socialistes et la fin du capitalisme général. Et de ça, moi, je voudrais revenir un petit peu et proposer une analyse un peu dialectique concrète de ce qu'est l'impérialisme à l'heure d'aujourd'hui, puisque nous affirmons qu'au-delà des thèses de Lénine sur l'impérialisme, s'est produit, après sa mort, donc lors de la Seconde Guerre mondiale, un saut qualitatif de la structure impérialiste. C'est-à-dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, on avait un système avec des puissances impérialistes de taille qui se faisaient la guerre entre elles. Enfin, il n'y avait pas de... Comment dire il y avait déjà des conflits, des rivalités féroces, des guerres, en particulier dans les pays colonisés, qui étaient absolument terrifiantes. Mais quand on regarde vraiment concrètement, la première puissance impérialiste dans le 19e siècle, qui était la Grande-Bretagne, on regarde, entre la Grande-Bretagne et l'impérialisme qui vient juste après dans le classement, il y avait peut-être un facteur 3, un facteur 2, un facteur 3 selon les époques. Après la Seconde Guerre mondiale, on passe d'un système dans lequel les États-Unis, qui représentaient 23,6% de la part du PIB mondial, passent tout d'un coup au contrôle de plus de 50% du PIB mondial. Et que dans ce système, nous affirmons qu'il y a eu un saut qualitatif où auparavant il y avait des rivalités entre impérialistes et tout d'un coup il y a eu une polarisation générale du monde et même du système, au sein même du système impérialiste par le système impérialiste américain. Et donc c'est ce que nous appelons, nous, on va dire d'une certaine manière, l'hégémonisme, stade suprême de l'impérialisme, avec par exemple du coup toute une évolution où dorénavant une puissance impérialiste unique était désormais capable donc de se projeter militairement, économiquement dans tous les empires coloniaux de ses voisins. C'est-à-dire que les États-Unis cherchaient à encourager plein de tensions au sein même des puissances coloniales, des territoires coloniaux des autres puissances impérialistes, parce qu'elle savait qu'elle allait pouvoir en profiter. Elle allait être capable de développer, elle a été capable de mettre en place plus de 200 bases militaires à travers le monde, sur tous les continents, pour être capable de se projeter sur tous les continents dans un même moment de manière coordonnée, ce qui était quand même une première, même s'il y avait déjà des capacités, notamment les Britanniques et les Français qui étaient présents sur tous les continents, mais pas de manière systématique sur chaque pays avec des capacités prévues pour être capable de renverser et d'attaquer n'importe quel pays de la planète. Nous pensons que ce changement qualitatif, c'est pas juste c'est pas juste une transformation de quelques chiffres. Et nous pensons que, par exemple, la manifestation de ce processus hégémonique, elle a eu des conséquences drastiques. C'est par exemple la fin du colonialisme moderne du XXe, qu'on voyait encore au XXe siècle, et le passage d'un colonialisme bien clair, bien franc, avec des répressions bien claires, avec des drapeaux bien affichés, à un système néocolonial où la domination s'exerce dans les pays toujours sous un joug et toujours colonisés, colonisés sous une forme nouvelle, ou en tout cas sous des dominations impérialistes étrangères. Du coup, à une phase dans laquelle cette domination coloniale devient beaucoup plus floue, voire même des puissances, par exemple dans certains territoires des empires coloniaux,
les impérialistes, notamment américains, pouvaient dominer au-delà même du colon qui s'affichait et qui devait exercer la loi et la répression. Et donc, nous, on pense que c'est vraiment important de capturer ce renversement un peu, enfin ce saut qualitatif, et parce que c'est, par exemple, quelque chose c'est pas la première fois que les marxistes et les communistes sont confrontés, même que le monde est confronté à un saut qualitatif du capitalisme, puisque quand on comprend le passage du capitalisme à l'impérialisme, du passage où des crises de surproduction nationale, où le capitalisme vient dans la foulée de la révolution industrielle, du capitalisme qui était bien ancré sur sa petite structure nationale en Europe, etc., mais qui se rend compte que par la compétition interne, ils se retrouvent à s'asphyxier eux-mêmes dans des crises de surproduction à rallonge, que par ce biais-là, se met en place une compréhension au sein même de nos bourgeoisies nationales de la nécessité pour eux vitale d'aller trouver des nouveaux débouchés à leurs marchandises, d'aller provoquer de la colonisation terrible sur l'ensemble des continents, mais que cette colonisation, une fois atteint l'ensemble des continents, fait qu'il y a eu des changements drastiques dans la structure impérialiste, puisque d'un capitalisme qui cherchait juste à exporter ses marchandises, on passe à un système dans lequel, si on se contente de faire ça, toute puissance capitaliste qui a des fonds allait se lancer dans un réarmement des plus terribles, des guerres coloniales qui n'en finissaient plus à chaque frontière. Chaque fois qu'il y avait un empire colonial, il y avait des guerres à la frontière entre les puissances coloniales, bien sûr pas, et en plus en mettant à contribution tous les peuples colonisés, et que pour éviter l'annihilation mutuelle, nous estimons que novembre 1884, moi ce qui me semble marquant en tout cas cette période, c'est ce qui incarne bien cette période et cette transition qu'est la conférence de Berlin, qu'il y a un saut dans la structure capitaliste, du passage à l'impérialisme, et que d'un partage du monde clair avec des frontières bien établies sur les Allemands n'ont pas le droit de foutre un pied dans les colonies françaises par exemple, on passe à un partage du monde en espaces coloniaux certes privilégiés, mais dans lequel toute puissance impérialiste autre que la puissance coloniale pouvait aussi investir, et que les communistes se devaient de comprendre ces mécanismes, sinon on ne pouvait pas comprendre comment les Américains commençaient à prendre eux-mêmes le pas et remplacer une domination coloniale, par exemple des Français et des Britanniques, par une autre. Et que toutes ces compréhensions économiques et ces phénomènes étaient essentiels. Donc de comprendre ce saut qualitatif a permis aux communistes d'affiner leur stratégie et leur compréhension des choses et leur mot d'ordre pour être capables d'identifier la contradiction principale pour justement attaquer au bon endroit, identifier les faiblesses et ne pas tomber... d'appliquer des stratégies adaptées à des situations qui n'existent plus. Et sur ça, donc, nous, on affirme que sous le capitalisme, donc avant la naissance de l'impérialisme, la contradiction principale se retrouvait vraiment proprement, uniquement dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on avait juste la contradiction entre les travailleurs exploités par leurs patrons donc les travailleurs exploités et les patrons qui possédaient et qui cherchaient à augmenter en permanence leur exploitation, leur profit, etc. Et que dans tout ça, la stratégie révolutionnaire pour faire la révolution, il suffisait d'alimenter et d'organiser la classe travailleuse, en particulier sous la direction de la classe ouvrière, pour faire la révolution. Et ce que nous disons, c'est qu'au passage au système impérialiste, il n'est plus le rôle, par exemple, des communistes en France, n'est plus seulement de mobiliser uniquement la classe ouvrière et la classe travailleuse pour faire la révolution en France, de prendre de juste secouer notre bourgeoisie, et que ça va suffire à faire tomber le système capitaliste et à permettre de construire le socialisme. Non, puisque par exemple, la présence d'empires coloniaux et des capitaux étrangers français, la récupération de surprofits sur les travailleurs colonisés leur a permis notamment d'accéder à des tonnes de revendications populaires sur le territoire français, d'apaiser les tensions sociales, de s'acheter une aristocratie ouvrière, et donc de comprendre que la libération du peuple français, la destruction en France par le peuple français du système impérialiste français, ne peut plus se passer uniquement dans notre propre pays et par juste une CGT par exemple super forte, des syndicats de classe hyper forts, mais devait impérativement se coordonner avec l'ensemble des peuples colonisés et par l'émergence d'un front anti-impérialiste plus large, par exemple, qui aujourd'hui dirait que les communistes français avaient tort d'imaginer qu'il y avait un potentiel révolutionnaire dans la bourgeoisie nationale algérienne pour accéder à l'indépendance, sur la nécessité de construire ce front anti-impérialiste. Parce que si on se contente de dire la contradiction principale, c'est entre les ouvriers et les patrons, excusez-moi, les bourgeois nationaux algériens, quand ils ont accédé à l'indépendance, ils ont tout de suite construit des usines, ils ont tout de suite cherché à exploiter, à baisser les salaires, à réprimer les syndicalistes, etc. Pour autant, leur participation a permis d'enfoncer les contradictions, d'accélérer à minima et d'ouvrir des perspectives émancipatrices pour le peuple algérien à l'indépendance de leur territoire, à l'affaiblissement de la structure impérialiste française, à l'émergence
au renforcement de la mobilisation populaire, même en France, et que nous pensons que ce saut donc, qualitatif du capitalisme impérialisme et toutes ces leçons qui ont été acquises, nous devons, en tant que communistes du XXIe siècle, être capables de reproduire et en tout cas, réactualiser notre doctrine et nos analyses pour être capables de comprendre ce nouveau saut qualitatif qu'a impliqué l'émergence hégémonique de cette hégémonie américaine sur l'ensemble du monde, qui s'est mis même du coup à récupérer quasiment la domination sur tous les anciens espaces coloniaux des différentes puissances impérialistes occidentales, mais même à constituer et à accélérer une vassalisation toujours plus profonde des puissances impérialistes même. C'est-à-dire que ces blocs, ces structures de l'OTAN, ces structures telles que l'Union européenne, ces structures supranationales, ne doivent pas être compris juste à l'aune culturelle, à l'aune de quel est leur texte, quelle est leur stratégie militaire, quelles bombes elles permettent, bien sûr, même si c'est hyper important de prendre le pas pour tout ça, mais de bien comprendre que ces instances sont des instances qui permettent, et notamment par exemple la Banque mondiale, le FMI et le plan Marshall, ne sont pas uniquement des instances de domination du bloc impérialiste sur les pays colonisés, mais même une manière d'accélérer la vassalisation de toutes les puissances impérialistes aux intérêts américains. Parce que quand on décide de vendre des avions de plus en plus compliqués, où les chaînes de production n'existent qu'aux États-Unis, de rendre tout le monde dépendant, et ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça, l'intermodularité des armées, justement, des troupes de l'OTAN et occidentales, ça veut dire que toute puissance occidentale qui veut faire la guerre contre des peuples qui osent lui relever la tête et demander leur indépendance, est obligée d'aller appeler les Américains, d'aller faire marcher la machine de guerre, et surtout, ça permet aux Américains même d'avoir un contrôle sur qui on va lâcher des bombes. S'ils veulent vous empêcher de lâcher sur un truc parce qu'ils pensent que vous faites la guerre à un pays, et eux, ils ont une manière de se faufiler là-dedans, eux-mêmes, ils vont pouvoir faire tomber et ralentir l'expansion d'une puissance impérialiste pour enfoncer une puissance impérialiste encore plus puissante dans ce truc-là, dans tous les différents conflits. Et donc, nous pensons qu'il faut être capable de faire cette adaptation, notamment, non pas juste d'un point de vue analytique pour la volonté de trouver la vérité ultime, mais parce que, en réalité, toutes ces phases, tous ces développements qualitatifs un peu désespérés, c'est le capitalisme en plein développement, qui se retrouve contraint à inventer des nouvelles structures, des nouvelles formes de domination par sa composition même. Si les États-Unis n'arrivaient pas à se renouveler, les impérialistes, juste dans leur propre système, vont s'étouffer eux-mêmes et s'effondrer. Et c'est bien ce qu'on est, d'une certaine manière, c'est ce qu'on est en train d'assister maintenant, à des États-Unis qui sont en perpétuelle tentative de renouvellement et qui n'arrivent à rien parce que leur déclin est structurel et ne pourra pas se régler d'un coup de cuir magique en mettant des nouvelles taxes douanières sur d'autres pays, etc. Et donc, nous pensons que si le passage du capitalisme à l'impérialisme a permis aux communistes de, au final, gagner au camp, du coup, à constituer un pôle révolutionnaire dans la contradiction entre, du coup, les plus fortes puissances impérialistes et les plus fortes puissances capitalistes, nous pensons que donc, si on comprend cette contradiction entre le bloc, les pays impérialistes et les pays colonisés, ça nous a permis d'envisager ces fronts anti-impérialistes encore plus puissants que juste la mobilisation des communistes en tentant de nous alliant avec des bourgeoisies nationales dans l'intérêt de l'indépendance de pays. De la même manière, nous estimons qu'aujourd'hui, l'émergence de ce front anti-hégémonique est un nouvel outil pour les communistes pour être capable d'accélérer la chute générale du capitalisme. Et donc c'est pour ça, nous, qu'on voit d'un très bon œil l'émergence des BRICS et donc de cette multipolarité, parce qu'on pense que cette émergence et cette constitution, cette structuration de toutes ces forces qui osent affirmer leur souveraineté nationale pour des raisons parfois progressistes pour certains pays, parfois complètement réactionnaires pour d'autres, à l'instant T, l'agenda de Poutine, lui, dans son propre pays, il n'a pas des intérêts progressistes vis-à-vis de sa population. Et pour autant, le simple fait qu'il ose dire que les États-Unis le simple fait qu'il ose refuser aux États-Unis d'asphyxier son économie, de permettre aux États-Unis de poser des bases militaires et d'avancer l'OTAN partout, c'est en train d'exacerber les contradictions et c'est en train d'accélérer la chute des États-Unis et c'est en train d'ouvrir, à notre sens, des nouvelles perspectives révolutionnaires sur tous les continents. Par exemple, le simple fait que ce front anti-hégémonique soit en train de se structurer, ça fait que pour les États-Unis, pour tenter de continuer à récupérer tous ces surprofits, tout d'un coup, il a des nouvelles difficultés politiques. Et donc, à un moment, jusqu'à présent, où il arrivait à vassaliser de plus en plus de pays, toutes les puissances impérialistes à son joug, tout d'un coup, il se retrouve à avoir un espèce de mur qui se constitue, et tout d'un coup, certains vont nous regarder effarés en tentant d'essayer de comprendre et complètement étonnés de voir que les États-Unis, du jour au lendemain, se mettent à s'en prendre à tous ses meilleurs alliés d'antan, alors que pour nous, c'est la conséquence directe de l'émergence de cette multipolarité.
le simple fait qu'il y ait des pays qui osent dire non et des bourgeoisies nationales qui osent dire non, ça provoque immédiatement que les États-Unis sont obligés de se rabattre, ont du mal à récupérer des surprofits sur certains territoires et sont obligés de se rabattre dans leur propre camp, dans leur propre petit camp de fidèles et d'enfoncer des propres contradictions dans le camp impérialiste. Et donc nous pensons que c'est une manifestation concrète, justement, toutes ces barrières douanières, cette offensive et ces tensions qui réémergent entre les États-Unis et toutes les puissances occidentales qui auparavant étaient les meilleurs alliés du monde, etc., que c'est justement la conséquence directe de cette structuration du front anti-hégémonique qui se cache derrière cette multipolarité. Et bien sûr, là où, par contre, on vous rejoint, chers camarades, c'est bien sur l'identification que la multipolarité ne signifie évidemment pas l'émergence d'un système socialiste et du socialisme bienheureux sur la Terre. Nous ne pensons pas que Poutine va se réveiller un jour et nationaliser toutes ses entreprises, autoriser des syndicats émergés pour faire le meilleur code du travail, la fin des... Enfin, bien sûr que non, mais que cette exacerbation des contradictions est en train, par exemple, de créer des structures qui permettent aux communistes de tous ces pays de réémerger. Par exemple, le simple fait que les puissances décident de s'affirmer, ça implique que dans cette rivalité, chaque puissance membre des BRICS doit se retrouver si on affirme sa souveraineté, il faut être capable d'allier les actes aux paroles. Et donc, ça veut dire que toute puissance membre des BRICS se doit maintenant de construire sa propre industrie nationale, sa propre industrie lourde, etc. Et que ces grandes structures nationales et ces grandes branches de l'industrie qui sont en cours, et pour beaucoup qui sont nationalisées, c'est en train même d'ouvrir des perspectives aux syndicalistes de tous les pays. Par exemple, il faut quand même se rappeler que l'Inde, malgré sa direction réactionnaire et son président profondément réactionnaire, a connu, il y a moins de 5 ans, les grèves les plus importantes de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a plus de 100 millions de grévistes qui ont été mis en grève par les différents partis communistes indiens, et que dans cette situation, on ne peut pas penser que on ne peut pas faire oublier et jeter... mettre de côté la conséquence directe du fait que leur pays a décidé, malgré son sous-développement, d'oser s'affirmer, d'oser construire des alliances qui ne correspondaient pas aux requêtes de ces grands chefs impérialistes américains et occidentaux, et d'oser se doter donc, de partenariats industriels de partout, tenter de se développer et d'investir dans une industrie nationale qui a permis aux syndicalistes de s'implanter et de déjouer donc, dans des structures industrielles un peu stables dans le temps, d'investir ces espaces pour justement développer leur influence et développer la conscience de classe, etc. Évidemment, son émergence et le fait que ça ancre et ça acte le déclin structurel de cet impérialisme et de cet ordre d'impérialisme hégémonique hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça ouvre des perspectives, ça exacerbe des contradictions, mais ça représente aussi un énorme défi. Parce que aucune puissance dominante de la planète n'a accepté de quitter le devant de la scène de l'histoire sans se battre et sans tenter de provoquer l'annihilation potentiellement exterminatrice de millions de personnes. C'était ça déjà au siècle dernier, mais alors là, maintenant, avec les armes de destruction massive modernes, qui sait ce que nous, on pourrait vivre aujourd'hui sur tous nos continents. Et donc, on pense aussi que le pendant de cette réaction et du fait que ce colosse hégémonique dirigé par les Américains qui voit son sol se dérober sous ses pieds, eh bien, le pendant de tout ça, c'est l'accession, du coup, la mise en place d'une stratégie de fascisation et de réarmement généralisé pour tenter un peu de manière désespérée de sacrifier son industrie qui commençait déjà à prendre du retard pour essayer de mettre le paquet sur juste une industrie de l'armée, une économie de guerre, la fascisation, la mise au pas de tout le monde pour augmenter à tout prix le plus rapidement possible les variables d'exploitation, en tout cas l'exploitation au sein même des puissances impérialistes, et en plus de préparer les populations à de potentielles invasions terrestres et des potentielles tentatives de recolonisation de continents qui étaient au contraire en train d'accéder à de plus en plus d'espace, à de plus en plus de souveraineté et de capacité de décision indépendante de la volonté impérialiste sur tous les continents. Et justement, l'émergence de ce front anti-hégémonique, une autre conséquence de cette structuration de ce front anti-hégémonique, c'est, à notre analyse, l'émergence de cette espèce d'unique front, de ce front unique qui est en train d'émerger à travers tous les continents. C'est-à-dire que nous estimons que de Cuba au Sahel, aux tensions que là il y avait avec l'alimentation de groupes terroristes, avec les tentatives de déstabilisation des différents gouvernements qui ont osé chasser les troupes françaises, les troupes françaises du Sahel. D'ailleurs, je tiens à passer le bonjour à tous nos camarades et les félicitations à tous nos camarades sénégalais qui fêtent aujourd'hui le 65e anniversaire de leur indépendance, dans une période où la jeunesse et la classe travailleuse est profondément mobilisée
à pourchasser les puissances, enfin l'impérialisme français et tenter d'accéder à des formes de développement souverain. Et donc nous pensons que de Cuba, en passant par le Sahel, à l'Ukraine, à la Palestine, à l'Iran, en tension avec l'Iran, à la Chine, à la Corée, nous sommes en train d'assister à l'émergence du front unique que les États-Unis souhaitent et les puissances occidentales atlantiques cherchent autour desquelles les puissances atlantiques cherchent justement à constituer cette espèce de front mondial unique qui va constituer la différence entre les deux pôles de l'espèce de troisième guerre mondiale que les États-Unis et l'Union européenne souhaitent. Et que sous cet angle, on ne peut pas se contenter de dire que s'il y a une troisième guerre mondiale, comme il y a des puissances bourgeoises, voire même proto-impérialistes, parce qu'il ne faut pas nier le fait que Poutine, que c'est clair dans tous les textes, que Poutine, par exemple, se rêve en grand colonisateur, en grand reconstruction d'un énorme empire russe, néo-tsariste, etc., que par le fait qu'il y ait donc des bourgeoisies nationales et des puissances et des forces proto-impérialistes qui sont réactionnaires de l'autre côté, que donc il faut négliger tout le monde en disant c'est un conflit interimpérialiste comme la Première Guerre mondiale, qu'il ne faut pas se mêler dans tout ça, qu'il n'y a pas un front qui vaut mieux qu'un autre, alors que nous, ce qu'on disait, c'est que d'un côté, on a la plus grande puissance impérialiste hégémonique, et de l'autre, on a simplement des puissances capitalistes relativement secondaires qui se retrouvent, donc d'un côté, donc des puissances qui à visée impérialiste, des puissances même anti-impérialistes, juste capitalistes colonisées, voire même carrément des puissances socialistes, et que de l'autre côté du front, il y a une différence qualitative entre les deux. Et que donc oui, nous nous devons d'affirmer notre soutien inconditionnel à toute force qui se retrouve confrontée militairement à une offensive militaire de l'OTAN. Peu importe le contenu de classe qu'il y a dans ce pays. C'est-à-dire que la contradiction principale aujourd'hui, qui régit la dynamique générale du monde et qui va régir d'une certaine manière notre accession et notre dépassement, on l'espère, progressiste de cette contradiction qu'on a aujourd'hui, de ce système basé sur l'exploitation, passe par la destruction de ce front impérialiste hégémonique et par l'autorisation de l'émergence de ce monde multipolaire qui va être pétri de contradictions et dans lequel on va avoir du sacré boulot et un sacré combat de classe à mener, mais dans lequel on aura beaucoup plus d'outils qu'aujourd'hui pour accéder et préparer la constitution du socialisme. Et pour résumer un petit peu justement toute cette intervention, qui est basée justement sur une analyse un peu dialectique de la contradiction principale et de justement comment articuler les contradictions secondaires à la faveur du développement révolutionnaire, qui passe nécessairement par la résolution de la contradiction principale, c'est notre théorie qu'on résume par les trois fronts, trois soutiens. D'identifier qu'il y a aujourd'hui dans le monde trois différents fronts, le front le plus large étant celui dont j'ai parlé, qui est le front anti-hégémonique, qui regroupe à la fois des puissances socialistes, des puissances capitalistes colonisées, ou des puissances juste actuellement colonisées, et aussi donc des puissances à tendance impérialiste. Pardon, je me suis trompé dans l'ordre, mais donc des puissances à tendance impérialiste, des pays colonisés, mais aussi des puissances socialistes, et que chaque fois qu'un de ces pays se retrouve confronté à une offensive militaire ou géopolitique de la part d'un membre du bloc euro-atlantique, nous devons affirmer notre soutien militaire. Donc, au front anti-hégémonique, nous répondons soutien militaire à toutes les forces tenant de l'anti-hégémonisme. Nous affirmons aussi qu'il y a un front anti-impérialiste qui est en train de se constituer, qui a une visée politique bien plus concrète, qui cherche à éradiquer toute forme de colonisation et toute forme de domination d'un pays sur un autre. Et je pense notamment du coup à l'émergence du Venezuela, qui organise en ce moment plein de conférences pour essayer d'alerter politiquement sur les différentes tendances américaines et d'allier des forces progressistes pour essayer de contrer toute cette offensive militaire fasciste fascisante et bestiale de la part de l'impérialisme hégémonique en plein déclin. Et que nous voyons d'un bon œil ces initiatives et que nous affirmons que nous participerons politiquement en tant qu'organisation, et nous souhaitons participer politiquement à toute force qui cherche à participer, même si elles ne sont pas communistes, même s'il y a des bourgeoisies nationales de pays sous domination complètement coloniale, que nous affirmerons notre soutien politique, nous tenterons d'organiser des échanges, des conférences, des manifestations communes, etc., s'il le faut, et que le troisième front, donc, c'est le front anticapitaliste, et que nous pensons que pour dépasser tout ça, que les communistes ont comme devoir à la fois de dépasser ce monde actuel centré sur et dominé par la domination de l'impérialisme hégémonique, dominé par l'impérialisme général, et que nous devons préparer même la victoire générale contre le capitalisme, et que ça passe par l'unification et le renforcement du mouvement communiste international, par la nécessité d'organiser donc ces débats d'organisation communiste à communiste sur l'ensemble de la planète, pour tenter de trouver des positions communes,
Et c'est ce qu'on résume par, du coup, le soutien idéologique, c'est-à-dire la prétention à être capable de construire une unité idéologique entre les forces communistes de l'ensemble de la planète pour préparer non seulement à la fin du système impérialiste hégémonique, mais à la fin du système impérialiste tout court et à la fin même carrément du système capitaliste pour préparer le socialisme mondial. Donc pour résumer, 3 fronts. Front anti-hégémonique, nous répondons par le soutien militaire. Au front anti-impérialiste, nous répondons par le soutien politique. Et au front anticapitaliste, nous répondons par le soutien idéologique. Et là-dessus, pour moi, c'est vraiment très important de comprendre. Et ça, je vous invite tous à relire les super thèses de Mao sur la contradiction, qui sont des ouvrages profondément pédagogiques sur justement la compréhension de ces nécessaires articulations, sur la nécessité d'identifier la contradiction principale, d'identifier les contradictions secondaires et de toute cette articulation. Parce qu'en fait, on apprend que la contradiction principale antagonique qui régit le monde a 2 manières de se résoudre. La première, c'est par la destruction finale de la branche parasitaire et par l'émergence l'émergence d'un monde nouveau débarrassé de cette précédente contradiction. Donc ça passe par exemple par la fin de l'ordre hégémonique dirigé par les Américains à un monde nouveau dans lequel il y a plein de contradictions. Mais l'autre manière de résoudre cette contradiction principale, c'est aussi par la potentielle destruction des 2 parties en présence. De la même manière, et ça c'est un exemple intéressant sur la question d'interaction entre l'hôte et le parasite. C'est-à-dire que l'hôte n'a pas besoin du parasite pour vivre, le prolétariat mondial n'a pas besoin des capitalistes, les puissances, qu'elles soient bourgeoises, colonisées ou socialistes du monde entier et prolétariennes du monde entier, n'ont pas besoin du capitalisme, de l'impérialisme hégémonique pour vivre, et on peut vivre en s'en débarrassant. Par contre, le système impérialiste hégémonique ne peut pas vivre sans sa contraposée. Et donc, soit il y a le pôle révolutionnaire qui gagne et qui prend le dessus, soit, en fait, on peut arriver matériellement à l'éradication de toutes les forces en présence. À la même manière que le virus peut tuer son hôte, ce qui amène à la mort du virus. Et que la conséquence, la deuxième tentative, soit on construit l'émergence. En gros, les 2 choix qu'on a, c'est accepter et encourager la multipolarité du monde, qui va être pétrie de contradictions, ou, en réalité, accepter, ou l'autre tendance, c'est la destruction généralisée de l'espèce humaine par le relâchement de toutes les armes nucléaires qu'ils ont dans leur arsenal nucléaire, leur capacité d'armes de destruction biologique, chimique, etc. Et que pour nous, en fait, elle est là la vraie discussion. Elle n'est pas tant dans le fait que si on dit qu'on soutient les BRICS, on devient des suppôts de Poutine, etc. Mais elle est bien dans cette affirmation que, entre la mort et la vie, on choisit la vie. Et tous les matins, tous les jours, et toujours. Et pour ça, donc, nous, on pense qu'il est profondément... qu'on voit d'un très bon œil justement ce type d'initiative, parce qu'il est vraiment l'heure de la mobilisation unitaire pour la paix. Puisque là, il se pose vraiment sur la table la question de la vie ou de la mort de l'humanité, au-delà des différences de classe, etc., et qu'il est vital de construire ce front pour la vie et ce front pour la paix mondiale et le désarmement. Au-delà des désaccords sur pour ou contre la multipolarité, si on est contre la Chine pour l'OTAN ou machin, non, on est d'identifier que la menace principale sur le monde, c'est l'Union européenne et le bloc de euro-atlantique, dont les tenants un peu des instances générales sont l'Union européenne et de l'OTAN, et qu'il faut affirmer aujourd'hui à tout prix la lutte unitaire la plus solide et la plus complète pour obtenir le désarmement et la fin de cette économie de guerre. Et que, voilà, affirmer que ce bloc de l'Union européenne et de l'OTAN en pleine fascisation est l'ennemi principal des peuples, c'est... on peut le voir de plusieurs manières, mais de la même manière, je pense qu'on est capable de polariser même l'ensemble des mouvements de gauche sur des thèses assez simples, qui est que peu importe ce qui se passe de l'autre côté de ta frontière, déjà l'idée c'est de comprendre que le réarmement là, de l'Union européenne qui a annoncé la construction de l'armée européenne ne peut pas avoir des fins progressives. Quand on écoute le discours là, de Macron, moi il y a un discours, je trouve ça très important de regarder effectivement les citations des tenants vraiment de Mark Rutte, dirigeant de l'OTAN, de von der Leyen, de Trump et compagnie, pour vraiment comprendre le monde. Mais il y a un discours qui est passé sous silence, que moi j'invite vraiment tout le monde à lire, parce que Macron, du coup, c'est un discours de Macron qui annonçait déjà ce qui se passe aujourd'hui, et ça démontre comment, en réalité, ils étaient déjà en train de planifier toute cette offensive, et qu'ils sont très loin de réagir à une offensive russe en Ukraine qu'ils n'avaient pas prévue. En réalité, ils sont simplement en train d'appliquer le plan qui était dans les tiroirs depuis très longtemps. Je m'explique. En 2020, du coup, Macron convoque l'école de guerre. Ça peut paraître rien,
Mais l'école de guerre en France, c'est l'école qui forme tous les généraux, et aucun président français n'avait jamais convoqué l'école de guerre depuis De Gaulle en 1945. Et De Gaulle avait convoqué pour expliquer que la France se dotait de l'arme atomique et qu'elle pointerait et l'Union soviétique et les États-Unis. Donc vous regardez même encore aujourd'hui dans les livres d'histoire, c'est marqué, ça a été un moment charnière. Par contre, Macron convoque l'école de guerre, personne n'en parle, c'est sur YouTube, on est en clair, disponible, etc. Et personne ne parle du fait que Macron est déjà en train d'annoncer qu'il y aura un conflit de haute intensité à l'horizon 2030, que l'ensemble de tous les corps de l'armée française vont s'y préparer, parce que, et donc c'est là où il faut quand même être capable de lire un petit peu entre les lignes, mais c'est là aussi, du coup, dans ces déclarations, on voit aussi à quel point ils sont à la manœuvre et à l'offensive. Il nous dit parce que l'Union européenne et l'Europe va être confrontée à 3 grands défis, 3 grands processus de potentielle invasion terrestre, 3 grandes menaces terrestres vers ses frontières. Premièrement, l'Union européenne pourrait risquer du coup une invasion de la Russie. Donc il le dit 2 ans avant l'offensive militaire terrestre de la Russie en Ukraine. Mais il dit aussi dans le même texte, donc là à la limite on pourrait leur dire pourquoi pas, ils avaient été visionnaires, ils avaient prévu des trucs, c'est pas incompatible avec leur propagande. Mais ils disent aussi que l'Union européenne doit se préparer à une offensive terrestre de la part de la Turquie. Là, on se dit, attendez, c'est quand même un peu plus tordu vu la situation générale. Mais le pire, c'est le 3e exemple, puisqu'ils disent, et le 3e théâtre d'opération auquel l'Union européenne doit se préparer à un conflit, c'est au fait qu'il y a une des options, c'est une offensive militaire de la part d'un des pays du Maghreb contre la France ou contre l'Union européenne. Donc, excusez-moi, je tombe de ma chaise parce que je me dis là, dans la situation actuelle, imaginez par exemple l'Algérie prendre des bateaux, mettre des chars dessus pour tenter de conquérir la France. Moi, ça me fait tout de suite rire et c'est là qu'on comprend tout de suite ce qui est en train de se passer. C'est que Macron est en train d'annoncer que l'Union européenne va se doter d'une armée, que ça c'est prévu et que c'est la diplomatie française est à l'œuvre pour provoquer ça, et que l'objectif c'est de préparer la projection militaire européenne pour défendre ses intérêts en dehors du territoire européen à destination de la Russie, en dehors du territoire européen à destination de la Turquie, et au final en dehors du territoire européen à destination du Maghreb. Et que dans ce texte, on est déjà en train de voir la genèse de ce projet impérialiste qui a pour objectif de construire et d'alimenter cette troisième guerre mondiale. Et donc, un peu en conclusion de tout ce qu'on a dit, en partant du contexte un peu initial que les camarades ont rappelé sur le fait qu'on nous parle d'un fameux découplage entre l'Union européenne et les États-Unis, sur comment Trump, là, Macron et von der Leyen et Trump, la guerre est déclarée, c'est fini, l'OTAN est fini, on va partir même en guerre contre les États-Unis, je sais pas quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. La vassalisation de l'Union européenne aux intérêts américains n'a jamais été aussi importante. Elle ne fait que s'accélérer par les mêmes instances via l'Union européenne et via l'OTAN, par ces mêmes instances qu'aucun dirigeant européen ne remet en question. Donc on est en train de regarder des tenants de gens qui font tout qu'on fait toute leur vie, tout pour accélérer la vassalisation des intérêts et des capitaux européens aux Américains. Maintenant, nous expliquer qu'en fait, il faut appliquer le programme de Trump, parce que c'est quand même ça qu'il faut rappeler, c'est qu'on nous explique que maintenant, il faut se réarmer à hauteur de 5% du PIB à l'échelle européenne pour contribuer à l'OTAN, parce que en fait, Trump est une menace pour l'Union européenne. Et on regarde un petit peu, en 2016, programme de Trump, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il y a marqué dedans, l'Union européenne doit se mettre à investir à hauteur de 5% dans l'armée européenne. Donc on nous prend vraiment pour des cons, puisqu'à la fin, on a littéralement les gens qui se prétendent anti-Trumpistes qui appliquent exactement le programme demandé par Trump et accèdent à ses intentions. Donc on se rend bien compte que tout ça est une farce et qu'en analysant un peu structurellement l'économie mondiale et en comprenant les différences qualitatifs et la contradiction principale, on est capable d'envisager le front de demain avec les forces les plus larges. Certes, il y aura des contradictions en interne et il faut se préparer dès maintenant à batailler et à s'organiser, nous, en tant que communistes, pour y faire face dans la foulée. Mais il ne faut pas négliger le fait que ce front anti-hégémonique qui est en train d'émerger est en réalité un front pour la vie. Même si dedans, il y a plein d'éléments réactionnaires, plein d'éléments néfastes et plein d'éléments bestiels, même contre leur propre peuple. Merci.